Quand je tiens un morceau de pain, je le regarde et quelquefois je lui souris. Le pain est un ambassadeur du cosmos. Il nous offre nourriture et soutien. En regardant attentivement le pain, je vois le soleil, les nuages, la terre. Sans le soleil, le blé ne pousse pas. Sans les nuages, il n'y a pas de pluie pour faire pousser le blé. Sans la terre, rien ne pousse. C'est pourquoi le morceau de pain que je tiens entre les mains est une merveille de la vie. Il est là pour nous tous. Nous devons être là pour lui. Thich Nhat Hanh. Le pain est l'ambassadeur du cosmos, et le cosmos c'est ici, et partout à la fois. Cet ambassadeur ne vient pas des confins de l'univers. Il est là depuis toujours. Il est là, dans la terre, dans l'eau, dans les rafales du vent, dans l'énergie du soleil, les insectes, les bactéries, dans ces particules élémentaires qui ont été forgées dans le cœur des étoiles, dans la conscience des hommes et des femmes, dans leur savoir-faire millénaire, le potentiel du pain est partout. J'ai 8 ans. Je dessine. Un adulte penché au-dessus de mon épaule penserait que je ne fais que dessiner. En réalité, je la vois. Je la vois exactement comme je la veux. Je la vois exactement comme elle est. Une ferme et une vie. Je ne sais pas encore, bien sûr, que nous la construirons nous-mêmes, au pied des contreforts du massif de Chartreuse. Et je n'aurais jamais imaginé que Lucille, notre fille, lui donnerait son nom. La ferme des pierres gardées, à l'image de nos prénoms mêlés, de nos vies tissées, et de l'ancien lieu où les paysans menaient et gardaient le troupeau. Nous nous sommes invités toute une année dans cette ferme, un cycle culturel complet, pour suivre le parcours d'une graine de céréales déposée dans un sillon, jusqu'à sa transformation en pain, vendu sur les tréteaux d'un marché. Bienvenue chez Pierre et Marie, paysans, boulangers. Tu m'as dit, votre engagement, votre parcours sont exceptionnels et cette ferme exemplaire. Je préférerais qu'il n'en soit rien, mais que se transmette simplement l'équilibre. Ce bel équilibre, si précieux, subtil, exigeant, qui transforme dans l'harmonie matière, corps et esprit. Début octobre, l'automne est là. C'est le moment de confier à la terre les graines qui feront le pain de l'année prochaine. Ça, c'est des petits épeautres qu'on récoltera au mois d'août l'année prochaine pour faire du pain de petit épeautre. Ah oui, vous faites aussi le pain de petit épeautre. On fait pas mal de pain de petit épeautre, ouais. C'est un pain qui plaît de plus en plus aux personnes. Pourquoi il plaît alors? Je sais pas, il y a un effet de mode. Après, le petit épeautre, c'est des rendements très faibles. C'est une céréale qui a beaucoup plus de vitamines et minéraux. Apparemment, celui qui mange du pain de petit épeautre, il a à peu près la moitié de ses besoins journaliers couverts dans la plupart des vitamines, acides aminés. Voilà. C'est une céréale qui se vend cher, qui est par rapport au blé par exemple? Oui, parce que on fait à peu près moitié de rendement, voire même moins. Donc en fait elle est plus concentrée et elle vaut à peu près presque 2 fois le prix du blé. Le petit épeautre va patienter tout l'hiver, ici, dans cette parcelle fraîchement labourée. C'est une céréale qui a besoin de temps pour s'installer, afin qu'au printemps, elle puisse donner le meilleur d'elle-même.
Une loi toute simple de causalité, nourrir la terre pour nourrir la plante qui nourrira les hommes. Tout est déjà là depuis toujours. Juste mettre en présence, assembler, provoquer les interactions favorisant l'épanouissement de la force vitale des plantes. La nature sait faire le reste. Pour cela, il faut amender les sols qui ont nourri les céréales de l'année précédente. Et l'automne, c'est le bon moment pour le faire. Ce matin, Pierre s'est fait livrer du compost qu'il va répandre sur ses champs. En fait, il y a 3 jours, là, on a déjà mis du fumier composté sur des parcelles et j'en avais pas assez. Donc ça, c'est du compost de la ville de Chambéry, c'est du déchet de broyat végétal que les communautés de communes récupèrent voilà, dans les déchetteries et puis après, c'est broyé et c'est composté. Voilà. Et donc c'est un amendement. Dedans, il y a énormément de calcium, un peu de matière organique et puis azote, phosphore, potasse. Voilà. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Moi, je préfère mettre. J'ai décidé d'en mettre là. C'est aussi pour apporter du calcium parce que les terres sont un peu pauvres en calcium dans notre région. Et au lieu de mettre de la chaux, je préfère mettre du compost. Et voilà. Le labour, labourer, laborare en latin, travailler la terre. C'est le moment d'ouvrir la terre, de l'aérer, de la décompacter, de ramener en surface les sels minéraux, d'y incorporer les fumiers, les engrais pour la nourrir, d'y introduire de l'oxygène, de l'assainir, de la préparer pour la culture de l'année prochaine. Les avantages de travailler la terre sont nombreux et connus de tous depuis toujours. L'assurance d'une bonne productivité. Mais sur du long terme, le labourage impacte gravement l'environnement par le tassement en profondeur des sols, limitant le drainage de l'eau et entraînant une érosion de surface. Les lombrics, si utiles à l'équilibre naturel du sous-sol, ont peu de chances de survivre à la violence du traitement mécanique que l'on fait subir à leur habitat. Il existe des alternatives à ce travail de la terre, mais elles comportent elles aussi leurs limites en termes de productivité. Ici encore, trouver l'équilibre entre impacter durablement les ressources que nous offre la nature et produire une nourriture saine et abondante pour tous, trouver cet équilibre est une affaire délicate, une affaire de bon sens. Osmose, définition en biologie. Échange entre deux solutions séparées par une membrane semi-perméable. Au sens figuré, pénétration, harmonie. Rien ne me sépare de lui. Je suis ce paysage. Je suis ses sons, ses brumes et sa saison. Ce matin, en allant m'occuper des poules, j'étais neige. J'étais à la fois ces merveilleux cristaux et le son métallique de mes pas.
En fait, ici sur la ferme, le blé qui pousse est récolté, trié et passé dans un moulin à farine sur place. C'est-à-dire qu'en fait, le blé, il doit faire à peu près 300 mètres au maximum pour arriver à être en pain avec quelques étapes derrière. Donc c'est un peu, c'est classique de chez un paysan boulanger, hein, toutes ces étapes-là. Ça permet d'être en direct du sol au ventre du consommateur. Après, sur le moulin en tant que tel, c'est un moulin type Astrier. Astrier, c'est le nom de deux frères du Tarn qui ont inventé ces moulins, créé ces moulins et inventé ces moulins pour des paysans boulangers, c'est-à-dire petite production, faible débit, mais qui au fil des heures suffit largement à faire de la farine pour faire du pain, même en quantité assez importante, et avec un principe technique simple mais hyper efficace. Toutes les pièces sont facilement changeables, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de régulateur qui des fois ne servent qu'à enrichir celui qui le met sur la machine. Et voilà, c'est tip top. Alors pour être moulu sur ce type de moulin astrier, la farine, enfin le grain de blé passe entre deux meules de pierre qui sont striées, une dormante qui ne bouge pas et une tournante. Et le grain est roulé sur cette pierre, la farine se sépare dans la bluterie qui suit juste la pierre. Donc la farine fait maximum 2 mètres linéaires de chemin où elle est en contact avec un petit peu d'air, mais donc elle est très très peu oxydée par rapport aux farines classiques dans des moulins contemporains où le grain de blé et la farine passent dans 6 moulins différents au fur et à mesure de leur élaboration pour être tamisée, et donc en fait elle est énormément en contact avec l'air et ça donne une farine différente. Allez, mon ami, ma belle, en avant. Regarde, l'hiver est fini, la pluie a cessé, elle s'en va. On voit des fleurs dans ce pays. Le moment de la chanson est arrivé. On entend la voix des tourterelles dans notre pays. Première figue du figuier, les vignes en fleurs donnent une odeur. Lève-toi, mon ami, ma belle. En avant. Un jour, tu auras envie de m'accompagner au poulailler, curieuse. Tu voudras m'aider un peu maladroite. Mes gestes quotidiens et solitaires seront identiques, et pourtant tout sera différent. Plus tard, je te guiderai jusqu'au nid caché entre les bottes de paille. Je te raconterai l'élégance des poules et l'audace de celle qui se dérobe pour pondre et couver en liberté. Nous laisserons son nid et ses œufs à l'abri des regards et protégerons son périmètre, admirant cette énergie gracieuse à déborder nos nécessaires limites. La herse s'étrille. C'est par ce moyen mécanique qu'à la ferme des Pierres Gardées, on procède au désherbage des champs de céréales. Dans les systèmes de culture biologique, le premier moyen pour lutter contre les adventices, qu'on appelle aussi souvent mauvaises herbes, c'est la rotation des cultures et les différents choix de techniques culturales. En dernier recours, on utilise le désherbage mécanique. C'est un système ingénieux de dents flexibles qui, grâce à leur vibration, déracinent, abîment et recouvrent les petites plantes inférieures à 3 feuilles. Le blé, qui est déjà bien enraciné, ne souffre pas de ce désherbage de surface.
La hersétrie a des effets positifs sur le sol et la fertilisation. Son action mécanique favorise l'aération, le réchauffement et la minéralisation des engrais organiques. La croissance de la plante s'en trouve améliorée. Elle a surtout l'avantage d'éviter l'utilisation d'herbicides dangereux tels que le glyphosate. Nous sommes au début du mois de mai. Le blé et le petit épeautre semés par Pierre en septembre l'année dernière sont maintenant de belles plantes prêtes à livrer tout leur potentiel pour peu que la météo soit propice à leur croissance. Là c'est la période de montaison et avec la pluie qu'il y a eu et la chaleur qu'il va faire là au mois de mai, on est en période de montaison et il épiera d'ici une quinzaine de jours à peu près. Tu vois? Déjà, donc là il paraît très bas. Mais il va monter très vite, tu vas voir, ça va aller très vite. S'il y a un peu de chaleur, ça va aller très vite. D'accord. On va dire dans 15 jours, 3 semaines quoi. Le blé il va monter, il va prendre de la lumière aux plantes qui sont dessous qu'on aimerait ne pas avoir. Et alors certaines vont quand même monter aussi, mais la plupart vont rester dessous et ne vont plus trop se développer. D'accord. Donc en face on a le petit épeautre là-bas. Alors on voit la différence de couleur, il est plus jaune, il est plus clair. Oui, on voit la différence de couleur, il n'est pas au même stade, il est beaucoup plus bas. Et après, mais ça c'est normal, sa physiologie du petit épeautre. Cette parcelle-là a été semée 3 semaines avant le blé. Et pour autant, à ce jour, il est dans un stade en retard par rapport au blé. Mais il est dans son stade normal pour lui. Et il va rester bas, très bas, pendant encore 15 jours, 3 semaines, pour monter très brutalement au mois de juin. Voilà, il a un cycle végétatif qui est plus long. Il a besoin de plus de degrés de chaleur pour arriver à sa reproduction totale. L'atelier paysan est une coopérative dans laquelle les paysans retrouvent collectivement une autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire. En fait, l'atelier paysan il est né de l'Adabio en 2010 à peu près, d'un groupe de paysans et de techniciens. Et puis par rapport à ça, c'était essentiellement sur du matériel de maraîchage. Et au fil des années qui se sont passées, on s'est dit pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas aussi sur de la construction de bâtiments agricoles. Et il se trouve que nous, on était prêts, entre guillemets, à donner un peu du temps pour transmettre la technique de construction, enfin la technique qu'on a élaborée tout seul. Il n'y a rien de particulier, quoi. C'est que des vecteurs de force physique et voilà, et du travail à la tronçonneuse, quoi. Parce que ça coûtait pas cher et que l'on trouvait que c'était efficace. Voilà. Donc après, l'intérêt de l'atelier paysan, c'est quand même potentiellement que des gens apprennent à se servir de leurs mains et de leur cerveau d'une autre manière que ce qui a été appris à l'école, quoi. Ou juste la mise en pratique de ce qu'ils ont appris à l'école, mais qu'ils n'ont pas compris avant d'arriver là qu'ils pouvaient le faire d'eux-mêmes. 3000 quoi. Fait qu'elle descende un tout petit peu. C'est à toi, hein. C'est bon? Ouais. Je crois que... C'est moins cher? C'est certainement moins cher, mais franchement, je me suis pas posé cette question-là au début. Hein. Tu veux qu'on fasse l'inverse? Je tiens et tu tournes en haut, plus facile, non? Ouais, regarde-toi tout seul. Ça se tient tout seul. Ok.
Non, mais après, alors si, c'est vrai que il y a 20 ans, quand j'ai commencé à construire, aucun argent, on a fait au moins cher. Mais voilà. Après, on a découvert, on a construit en bois mi-rond, mi-scié. Puis après, en travaillant, en faisant une fuste avec des fustiers, je me suis aperçu qu'il n'y avait même pas besoin de scier du bois. On pouvait tout faire avec une tronçonneuse et sans aucun boissier. Alors voilà. Et c'est vrai qu'économiquement, ça vaut le coup, mais ce qui est mieux, c'est encore, je veux dire, quand c'est le nombre de litres de gasoil ou l'équivalent énergie pour construire qui est intéressant. Mais comme l'industrie ne demande pas du bois rond, parce que c'est quand même plus problématique à mettre en œuvre et puis qu'on peut moins industrialiser les processus, on n'a pas fait les études là-dessus. On pourrait les faire. On aurait mieux fait de construire en bois rond et s'amuser à fabriquer des œufs carrés, moi je dis. Oui, il existe des moyens de construire ou de mener une exploitation agricole différents de ceux enseignés dans les écoles d'agriculture. La transmission des techniques, des compétences du terrain au quotidien se fait par le biais des ateliers paysans que des agriculteurs attachés à ce type de transmission organisent sur leur ferme. Voilà, il ne peut plus, c'est bon. Ce matin, à la ferme des Pierres Gardées, on accueille un groupe de jeunes gens, agriculteurs ou futurs agriculteurs, en quête de savoir-faire, d'astuces, de conseils. Le pourcentage du revenu de la viande des veaux. Tu parles de la viande. Ouais. Alors, si tu parles de chiffre d'affaires, tu ne parles pas de revenu. C'est-à-dire que tu ne peux pas mêler le revenu avec le chiffre d'affaires. Alors, voilà, on va parler en chiffre d'affaires. On fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. La partie œuf, c'est 55 000 euros. Et la partie viande, je la mêle avec les primes pack, on va dire, parce que en fait, c'est quand même assez lié. Mais bon, sinon, on va dire qu'on fait 35 à 40 000 euros, 35 000 euros de viande. Et on a 15 000 euros de prime pack. En fait, on fait à peu près 100 000 euros hors pain et 400 000 euros pain et payé. Donc, ça vous donne la répartition. Ça fait combien ça fait 80-20. Boulange et purement agricole. L'atelier paysan, c'est un outil, c'est une coopérative détenue par des paysans et c'est un outil pour les paysans et les paysannes. Mais avant tout, ça sert aux paysans et paysannes à concevoir leur matériel et à ne plus dépendre de l'industrie de la machine agricole qui produit essentiellement de la machine pour l'industrie, pour une agriculture industrielle. Et donc quand on veut sortir de l'agriculture industrielle, tout bêtement, suivant les productions qu'on a, suivant les territoires qu'on a, et ben on n'a pas l'outil adapté à ça. Et donc c'est ça le point de départ de l'atelier paysan, c'est de se dire il faut qu'on se fabrique nous-mêmes les outils dont on a besoin pour l'agriculture dont on a besoin. J'ai un projet, tout à fait, d'installation à plusieurs, entre 3 et 5 personnes, 3 équivalents temps plein, en maraîchage diversifié, poules pondeuses et arbo, avec une dimension d'accueil social et d'insertion. D'accord. Vous avez pris quelque chose là ce matin dans cette formation? Sur la visite de la ferme oui. ici, l'importance vraiment du collectif. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir revenir ici pour les rencontres de la Confédération paysanne là, le 7-8 juillet. Donc voilà, l'intérêt de la progressivité et prendre le temps d'apprendre. Voilà, ils ont 30 ans d'expérience, donc ça ne s'improvise pas. Et puis de prendre des risques aussi, voilà, de ne pas avoir peur. Mon projet, c'est de reprendre l'exploitation familiale de mon père, qui est en bio depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc on soude pas mal d'outils sur la ferme et c'est pour ça qu'il me fallait cette compétence avant de m'installer. D'accord. La production bio de tes parents, ça a été toujours ou ils se sont convertis? Il s'est converti il y a un peu plus de 10 ans et sinon l'exploitation, elle date de plusieurs générations. D'accord. Toi, tu continues dans le bio? Oui, j'ai continué dans le bio et pendant longtemps, je pense. Pourquoi? C'est des convictions personnelles. J'ai vu l'avant-après depuis que je suis né et toutes les valeurs du bio m'attirent bien plus que le conventionnel.
Alors s'il y a des vaches sur cette ferme des Pieds-Regardés, c'est parce que la ferme qui fait une cinquantaine d'hectares ne peut en labourer qu'une trentaine. Donc il y a 20 hectares d'herbe qui sont des prairies permanentes. Les vaches sont là en tant que ruminants, ça pourrait être des moutons ou des chèvres ou autre chose, pour manger cette herbe. Et la relation directe avec le pain que l'on fait et que les consommateurs mangent passe par le biais d'une fermentation de leur fumier en compost qui nourrit la terre sur laquelle la céréale pousse, qui ensuite sera transformée en farine et en pain. Ma relation avec les vaches, en fait, pour moi, c'est un calmant. Et les vaches ont toujours fait partie de ma vie et c'est vraiment quelque chose d'important. Un troupeau calme dans une prairie. Vous pouvez être certain que c'est parce que le troupeau est bien là où il est. Et de le voir, c'est un moment d'équilibre extrêmement particulier. Mais on peut le percevoir en étant, on va dire, depuis la route ou le chemin, en sentant ce calme du troupeau sur ce lieu-là. Et on va ressentir soi-même ce troupeau. À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Alors en fait l'enrubanage c'est une technique de conservation de l'herbe d'une manière anaérobie, c'est-à-dire sans air, de façon à ce que des bactéries qui sont qualifiées, enfin qui se développent sans air, prennent le dessus et dégradent l'herbe en ferment lactique. Et donc en fait qui provoque une conservation de cette herbe mouillée. Cette herbe mouillée, si tu la laisses en tas à l'extérieur, elle va pourrir. Parce que ce sont des pourritures, ce sont des germes aérobies qui vont dégrader cette herbe en pourriture et qui ne va pas être mangeable par les vaches. L'ensilage est mangeable par les vaches et donc c'est pour ça qu'on prive cette herbe d'air tout en étant tassée pour qu'elle se conserve jusqu'à l'automne. Et si on fait ça, c'est parce que dans nos cultures, nos rotations, on a des trèfles purs ou quasiment purs avec peu de graminées que l'on coupe au mois de mai à une période où il n'y a pas assez forcément, on n'a pas forcément une période de 4 à 5 jours de soleil pour le sécher et donc on ne peut pas le rentrer sec dans nos bâtiments. Donc on le rentre humide en balle ronde et on entoure de plastique pour qu'il se conserve. Et après ces plastiques là, à l'automne, pendant l'hiver, on l'enlève de la balle ronde que l'on va donner à la vache pour qu'elle la mange pendant l'hiver. Et ce plastique-là, nous, il part en recyclerie, c'est récupéré et ça doit normalement être retransformé. De toute façon, l'idée, c'est d'en faire le moins possible pour nous, parce que c'est quand même au départ du pétrole qu'on extrait et qu'on transforme. Quoi de plus beau qu'un œuf? Lalique le savait bien, qui en a fait des œuvres d'art exceptionnelles. Au-delà de ça, tu vas chercher du foin que tu vas donner à tes chèvres et tu découvres une poule installée sur un nid qu'elle a confectionné elle-même avec les brins de foin et elle se soulève et te laisse voir les 3 œufs que tu n'avais pas vus, qu'elle a dérobés à ta cueillette quotidienne. C'est une réelle merveille. Au-delà de ça, nous faisons du pain sur cette ferme, mais nous faisons également des pâtisseries et des brioches.
ingrédients et l'œuf. Et pour nous, il était essentiel d'avoir les œufs sur la ferme. Et ce sont des œufs de poule. Donc nous avons un troupeau de poules. Et les poules sont aussi des animaux extrêmement élégants qui, au passage, nous assurent un de nos salaires. Donc voilà, c'est aussi encore là une histoire de bel équilibre. Et puis de les reprendre, ça permet d'isoler les œufs souillés et les œufs cassés. Et les poules que vous avez suffisent à faire tous les œufs dont vous avez besoin pour la pâtisserie? D'ailleurs c'est ça le ratio. Nous avons le nombre de poules qui nous permet, si la ponte se fait bien, d'avoir ce dont nous avons besoin pour nos fabrications. Et la vente sur les marchés à côté de nos pains n'est pas négligeable. Et l'un dans l'autre, entre pâtisserie et vente directe des œufs, cela nous assure un de nos 5 salaires, globalement. Fumier, beurre, azote, farine, calcium, œufs, potasse, chocolat, un peu de pluie, du soleil. Mélangez. Nous sommes le 10 août. L'espoir d'une belle récolte de petit épeautre s'est envolé. Alors en fait aujourd'hui c'est la récolte du petit épeautre, donc on rappellera juste que c'est l'année 2021, ce qui veut dire un printemps un peu sec et puis après des quantités d'eau énormes. Le petit épeautre qui est implanté depuis le mois de novembre ne se développe réellement que au mois de juin et laisse beaucoup de lumière à toutes les mauvaises herbes potentielles qui peuvent être là et qui ont cette année ont passé un peu par-dessus le petit épeautre, ce qui fait qu'on a une mauvaise récolte de petit épeautre cette année. Voilà. Après ça c'est le lot du paysan que de subir les années et les aléas climatiques qui ne sont jamais les mêmes. Après c'est aussi le lot du paysan d'avoir plusieurs productions. On a eu une récolte de blé qui est correcte, sans plus, mais qui est correcte, voilà. Et c'est aussi notre façon, lié à notre façon d'envisager les choses, c'est que nous on a une mauvaise récolte de petit épeautre, on va en acheter à d'autres paysans en bio dans la région pour pouvoir continuer à faire ce pain de petit épeautre que l'on a toujours fait et qu'une partie de notre clientèle demande. La foudre a été longtemps pour les hommes une énigme. Ils lui ont prêté toutes sortes de pouvoirs, comme celui d'insuffler la vie, permettant à une matière inerte de s'animer, de se développer. Un peu comme avec le levain. En partant d'un mélange simple d'eau et de farine, on obtient une matière vivante. Mystère, magie. Le levain, que ce soit ici ou ailleurs, c'est de la farine et de l'eau. Point. C'est vrai, hein? Alors la magie, c'est une fantasmagorie. Ton levain, ta pâte de levain, tu vas l'entretenir, oui, quand tu en es content. Mais si jamais il y a fin de la vie d'un levain, tu le refais.
Alors c'est beaucoup plus simple quand tu as déjà une atmosphère où il y a les levures présentes, typiquement dans un fournil, que dans une cuisine de particulier, mais ça se fait aisément. Il n'y a vraiment aucune magie et aucun secret. Ce qui est certain, c'est que le levain dans un fournil donnera, avec les personnes qui l'auront manipulé, un pain particulier. Ce même levain, on va le partager bien volontiers et il ne donnera jamais, là où il sera utilisé, le même pain, quelle que soit la personne qui l'aura fait ce pain, y compris des personnes qui sont venues faire du pain avec nous chez nous. Ils emmènent ce levain, ils ne feront pas du tout le pain de la ferme des Pierre-Gardez. Et à l'inverse, si nous récupérons un levain d'une autre ferme, on ne fera jamais le même pain que celui des autres fermes. À chaque fois, c'est unique. Parce que c'est une alchimie, alors là je vais utiliser ce mot-là, c'est une alchimie entre cette matière première, le vin, et la personne qui va l'utiliser pour faire ce pain. Le pain qu'il va faire, qu'il veut faire. Le moment des récoltes et des moissons est un temps fort, sans aucun doute. Non pas le plus important, mais un temps très, très fort. Alors quand l'entrepreneur de moissonneuse-batteuse entre dans un champ, on l'a vu auparavant, on a regardé avec lui le stade de maturité des céréales et on s'attache à ce que la barre de coupe soit la plus précise possible, de façon à ne laisser que le minimum de ce que l'on appellera les chaumes, qui sont la base de la tige des céréales. Et puis il va également régler sa machine pour que l'épi soit bien battu de façon à libérer les grains et qu'il y ait le plus long possible de tige des céréales qui sera rendue sur le sol et qui, une fois récoltée, après dessiccation, constituera la paille. Cette paille, nous en faisons des balles rondes également et elle nous servira pour la litière de nos animaux pendant toute l'année. Ce qui nous sert peut-être de bruit de fond, bien qu'on s'en soit légèrement éloigné, c'est le bruit du trieur que nous avons en copropriété avec d'autres fermes de paysans boulangers aussi.
Il va passer de ferme en ferme au rythme des moissons des uns et des autres. Et il nous permet, sitôt le grain récolté, moissonné, d'en faire un tri grâce à un système extrêmement ingénieux de plaques et de goulottes qui viennent des différentes plaques, récupérer les très beaux grains qui nous serviront pour les semences pour l'année prochaine, les grains cassés qu'il faut que l'on élimine, qui ne se conserveront pas parce qu'ils vont s'oxyder et qui vont nous servir comme aliment pour les poules. Et puis les beaux grains qui seront stockés en silo, souvent ventilés, et ce sont ces grains-là qui nous serviront à faire nos farines tout au cours de l'année pour la fabrication de nos pains. 4 heures du matin. Il fait chaud et on s'active dans le fournil. Tout est prêt. Les phénomènes célestes, météorologiques, biologiques, chimiques se sont combinés par la succession des causes et des effets. Tous ces phénomènes, maintenant alignés, sont sur le point de produire du pain. L'ambassadeur du cosmos arrive à la ferme des Pierres Gardées. Stéphanie, Guillaume, Pierre et Marie sont là pour le matérialiser, pour l'accueillir. Acteurs de ce rituel millénaire, ils vont jouer, ils vont danser cette chorégraphie du geste précis qui s'inscrit dans l'histoire des hommes.
tu la veux, toi? Non, c'est pour que toi, t'as dit. Ah, mais j'en ai plus. Ah, tu l'as déjà vu? Oui, il y en avait deux. Ah, bah, non, ça, j'ai dû. Alors voilà, le marché, ça commence maintenant. Ça commence la veille. Pour les levains, mais Le temps orageux a une incidence sur le pain? sur la vie du levain. Vous êtes combien à faire les marchés? Le samedi matin, nous sommes 3 à partir. Il y a un marché à Voiron. Ce sont 3 marchés du samedi matin. Un marché à la Tour du Pin et un marché à Grenoble, le marché Hoche. Voilà pour très belle journée. Au revoir. Vous venez d'acheter du pain bio? Tout à fait, oui. Vous achetez souvent du pain bio? Oui, je viens souvent voir madame, je trouve que son pain est délicieux. Pourquoi vous achetez du pain bio? Alors parce que j'aime acheter des produits bio en général, depuis longtemps. Donc c'est important pour moi, voilà, d'acheter des bons produits. Vous trouvez une différence au niveau du goût? Oui, au niveau du goût et puis au niveau aussi de la façon dont ça nous nourrit à l'intérieur. À l'intérieur? Bien sûr, c'est beaucoup plus vivant. Je connais pour fréquenter les produits. Les produits, vous savez que ce sont des céréales qui ont été cultivées de manière biologique dans une petite exploitation par des paysans boulangers. On a appris à manger correctement et c'est très agréable hein, quand on rencontre des fournisseurs comme ça qui sont appliqués et qui ont un discours qui nous correspond. Eh bien, on devient leur client. Tous les samedis, j'achète le pain parce que au niveau du pain, c'est celui qu'on préfère. Pourquoi? Bon, il est fait avec, disons, des blés qui sont bio et au niveau qualité, on a toujours apprécié. Le même samedi, sur un autre marché, Guillaume, magicien boulanger, s'apprête à vendre le sourire du pain. Tu vois la grigne là? Oui. Moi je l'appelle le sourire du pain. Tu appelles ça comment? Une grigne? C'est une grigne en fait. Ça permet que pendant la cuisson le gaz s'évapore, s'en aille. Et pour moi c'est le sourire du pain. J'ai un copain qui est artiste et il m'appelle le magicien du pain. Parce qu'une fois je lui ai dit, quand je fais la grigne, ça c'est le sourire du pain. Alors, depuis ce temps-là il m'appelle le magicien du pain. Mais je dis, on est tous magiciens. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre un demi complet. Entier? Entier. Intégral. Ouais, les 80 là. Oui, intégral. Ouais. Entier. Entier. On va y arriver. On va y arriver. C'est ça qui est bien en fait. Pour ça, le fait de rire avec les gens, quand ils vont manger le pain, ils gardent ce sourire. Il ne faut pas seulement vendre du pain, il faut vendre un ensemble en fait. Tu le vends combien le sourire du pain ici? Je ne sais pas si on peut le vendre ça. C'est moi qui le transmets. Vous êtes un habitué des produits bio ou c'est quelque chose que vous découvrez? Ouais, tout à fait, on essaie exclusivement de se nourrir bio. Ouais. Donc sur le marché de Voiron, c'est là qu'on peut trouver quelques producteurs et aussi on cherche le direct producteur. Donc c'est pour ça qu'on va chez Marie-Pierre chercher notre pain. Et puis d'autant plus parce que voilà, ils ont cette culture d'aller chercher de récolter, puis transformer, puis vendre. Les produits de proximité comme ça, c'est quelque chose qui vous parle aussi? Bah ouais, tout à fait, ouais. C'est ça qu'on cherche vraiment à acheter prioritairement, quoi.
C'est une démarche militante ou c'est plutôt quelque chose de naturel? Je dirais que c'était naturel et puis c'est devenu un peu militant pour relever tous les défis qui nous attendent. Je pense qu'on est un peu obligé de passer par là, quoi. Et après c'était naturel parce qu'on a été élevé dans des familles où on cultivait, on récoltait, donc ça avait tout son sens de continuer comme ça. D'où vient le pain? Je sais qu'ils cultivent leur blé, donc ça doit être pas très loin du Voiron. Vous êtes habitué aux produits bio ou Oui. comme certains, vous commencez à les découvrir? Non, ça fait maintenant, je veux dire, peut-être une petite dizaine d'années que je pratique le bio, aussi bien pour les produits frais que pour le tout courant. Vous en trouvez facilement maintenant? Je pense qu'on est dans une région où c'est très développé quand même. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de producteurs. Et puis les magasins bio, il y en a un peu partout, dans Voiron, un peu plus loin. Magasins de producteurs, vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est une agriculture qui est très localisée. Vous avez conscience de ça aussi? Et c'est un choix pour vous, les circuits? Oui, c'est un vrai choix. Tout à fait, car vivre les gens qui travaillent autour de chez nous, ça c'est très important pour moi, ce qui veut dire que bien sûr on a réduit aussi peut-être la diversité des légumes qu'on mange l'hiver ou l'été, les fruits, mais c'est un choix. Ouais. Ça n'est pas une contrainte. Au départ c'était une contrainte, je vais l'avouer, c'était une contrainte, mais finalement au bout du compte, ce qui compte vraiment c'est de manger local, faire vivre les gens autour de nous. Est-ce que connaître les gens qui produisent votre alimentation a une importance à vos yeux? Je trouve, oui. Parce qu'il y a des liens qui se créent. On voit les difficultés qu'un producteur peut avoir aussi. Hein. Un coup d'orage, les serres qui s'envolent. On voit que c'est très difficile comme métier et que ces gens-là ne sont pas du tout rémunérés à la hauteur des risques qu'ils peuvent prendre, des soucis qu'ils peuvent avoir au quotidien. Enfin, c'est important ce lien. Donc acheter leurs produits peut être considéré comme un geste solidaire. Moi, depuis le début du bio, je suis bio. Vous pensez qu'il y a une évolution maintenant dans la mentalité des gens? Bien sûr. C'est quelque chose qui est en marche? Oui, tout à fait, tout à fait. Il le faut. Hein. On n'a pas d'autre solution? C'est sûr, on n'a pas de choix. Cette année particulière de 2021, en pleine crise sanitaire de Covid-19, le Congrès national de la Confédération paysanne, qui se tient habituellement chaque année à Paris, était menacé d'annulation. Sauf s'il se tenait chez des particuliers, en extérieur. Pierre et Marie ont relevé le défi. La ferme accueillera cette importante manifestation. Les délégations sont venues de toute la France pour faire vivre ce moment de démocratie. Alors ça y est, on est à la veille de ce grand événement qui est l'accueil du Congrès national ici à la ferme des Pierre-Gardés. Est-ce que tu es confiante pour les jours qui viennent? Tu imagines que cela fait, on va dire 6 mois qu'on y pense, qu'on en rêve et qu'ensuite on le construit d'une façon très pragmatique. Donc je pense qu'on peut dire que pour Pierre et moi, on n'en est pas à la veille, mais que la réalisation est déjà là ce soir. Et on ne peut être qu'heureux déjà de tout ce qui s'est passé pour le montage ces 5 derniers jours. Et que c'est quasi comme si c'était déjà fini et que ça s'était bien passé. Vont me rejoindre sur cette belle tribune Denis Molière, qui est le maire de la commune de Velanes, sur laquelle vous êtes, et qui, lorsqu'on lui a dit que nous pensions faire le congrès de la Confédération paysanne nationale sur notre ferme et donc sur notre commune, n'a pas posé aucune question et a dit très intéressant. Et comme d'habitude, nous a suivis. Le congrès est un temps important d'élections syndicales, de rencontres et d'échanges au niveau national, mais aussi avec le reste du monde. De Harare au Zimbabwe.
La Via Campesina est une organisation internationale qui lutte pour la souveraineté alimentaire, pour la justice climatique et environnementale, pour dénoncer la prospérité d'une élite qui provoque la pauvreté du plus grand nombre en privatisant les semences par des lois de propriétés intellectuelles, interdisant ainsi les variétés locales et autochtones qui ne correspondent pas aux modèles industriels. Je parle depuis le Canada, depuis les terres autochtones traditionnelles. Nous souhaitons une bonne chance au congrès de la Confédération paysanne. Et cette organisation, depuis plus de 30 ans, qui lutte pour la souveraineté alimentaire. Et donc, bonne participation à vous tous et à vous tous ici présents. Bonne chance et merci. Bonne chance. J'ai envie de vous dire que vous, paysans, paysannes, je vous respecte énormément parce que, avec également les travailleurs et travailleuses ruraux, qui sont les peuples autochtones, les nomades, les pêcheurs, je ne vais pas être longue, vous êtes constamment en train de composer avec cette diversité, avec la terre, de dialoguer avec elle, avec les éléments. Et donc, je ne comprends pas comment on ne peut pas vous valoriser. Vous avez une connaissance incroyable et je pense qu'on a besoin de vous le dire. Et j'espère que vous recevez ce message. Et je ne sais pas jusque où et jusque quand je vais lutter, mais je vais m'arrêter au moment où les paysans et les paysannes seront considérés, respectés et écoutés autant que... Cette lutte qui peut sembler inégale face aux géants de l'agro-industrie commence cependant à porter ses fruits. La jeunesse, maintenant sensibilisée aux défis multiples qui nous attendent, s'oriente vers une agriculture plus locale et respectueuse des cycles naturels de la biologie. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus participer à ces journées de congrès partagent cette vision d'une agriculture plus égalitaire, plus transversale, plus proche du consommateur. Ils sont attachés à la qualité de leurs produits, dans le respect des cycles naturels. La nature est leur capital. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Ces nouvelles générations d'hommes et de femmes sont en train d'inventer de nouvelles relations plus harmonieuses entre les humains et la nature. Sécher les marais, arracher l'arbre mis des mers, cloner l'arbre de Noé. Nous on sculpte les paysages, on y plante des haies. Nos abeilles sont de passage, nos troupeaux sont bigarrés. Paysans, paysans, nous chérissons la terre. Paysans, paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans, plus question de nous taire. Paysans, paysans, solidaires et vivants. Partageons les luttes du monde avec Via Campesina. Partout la colère. Quittons un moment la ferme des Pierres Gardées pour visiter la petite exploitation de Maude Chara, un peu plus haut dans la montagne. Maude se revendique paysanne au sens noble du terme. Elle partage les valeurs et l'éthique de ses partisans d'une agriculture plus douce. Bon Maude, on est chez toi ici? Oui, c'est chez moi. La montagne, c'est chez toi? Oui, je suis née ici moi. J'ai grandi ici. J'ai toujours su que je resterais là, à m'occuper des chèvres et des vaches. C'était une évidence, mais j'ai attendu que mon père soit à la retraite. Et tu t'es installé quand? En 2004. Donc ça fait déjà un petit bout de temps. Tu es devenue une pro? Non, je suis pas spécialement... Non. Enfin, je suis une pro, oui, c'est mon métier, mais j'apprends tous les jours. Il existe des formations continues dans, votre, dans votre branche? Oui, avec l'ADABio ou la filière Caprine, la chambre d'agriculture, des choses comme ça. Et les vétérinaires aussi, pour tout ce qui est phyto, aromathérapie sur les animaux, comme on est en bio. Il y a pas mal de formations là-dessus. Aromathérapie sur les animaux, comment ça marche ça? Les huiles essentielles. Oui. Ouais.
Eh ben ça marche, hein, en massage, sur les mamelles quand il y a des problèmes de manite ou sur les pieds. On fait des mélanges d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Il y a des bouquins là-dessus de vétos qui ont beaucoup bossé là-dessus et il y a des protocoles. Tu mets ça en application avec ton troupeau? J'essaye, ouais. Oui. Ah oui, ça c'est intriguant. Ah bah ça c'est les biquettes. Ça c'est mignonne. Jade, Caline, il y a plein de noms. Donc ça c'est mes fromages de chèvre que j'ai moulés ce matin et que je régalise pour les mettre à peu près tous à la même forme. Donc moi je mélange mon lait du soir qui est resté dans le bassin, qui est froid le matin, je le mélange avec mon lait du matin qui est chaud, donc qui sort de la tête, et ça fait à peu près du 20 degrés, donc j'en présure. Alors pour en présurer, j'y mets dans des seaux qui sont là derrière, et je mets du petit lait du caillé de la veille. C'est ça mon ferment, je n'achète pas du ferment du commerce, c'est mon ferment de la ferme. C'est la petite dernière, elle a pas tout bouffé. Je pense que j'ai fait le bon choix de métier. Même s'il y a des fois où je me dis que je suis complètement tarée de faire ce métier-là. Parce que je cours, parce que je ne m'organise pas assez non plus pour prendre du temps pour moi. Et que j'arrive à un stade où je vais en prendre parce que je vieillis, parce que les enfants grandissent, parce que la vie passe. Et malgré tout, le fait de me dire ça, je me dis que je suis la reine du pétrole quelque part. Hey Billy! Allez! Je me plains pas. C'est tout? Tout irait un peu mieux si j'avais un peu plus de temps pour moi. Après, on est deux sur la ferme parce qu'il y a des vaches allaitantes à côté. Je suis avec mon compagnon, on s'entend pas trop mal, on bosse bien ensemble. Financièrement, on s'en sort, donc après, il y a un moment, c'est à nous de se prendre en main et de se dire on va arrêter de courir comme des tarés, on en fait peut-être un peu moins. On le fait mieux pour perdre moins de temps et puis on se prend un peu du temps. Je vais prendre un jeune qui vient travailler de temps en temps. Et puis quand il sera là, je ferai autre chose dehors. Et puis je ferai rien. Bon, rien, alors c'est quoi faire rien? On ne fait jamais rien. Rien, c'est se poser là dans le pré. C'est observer la vue. Regarder les couleurs qui sont jamais les mêmes. C'est contempler notre montagne qui est la Sûre, là, la grande Sûre, et qu'on regarde tous les matins, tous les soirs, et qui n'est jamais la même, qui a de la neige, pas de neige, un chapeau de nuages qui est rose, violette, qu'on ne voit pas. Ouais, j'ai du temps pour se dire qu'on est là sur cette terre et qu'on a sa place. Voilà, dans le respect de tout ça, sans profiter des animaux en les traitant comme des vaches. Ce sont des herbivores qui mangent de l'herbe dehors, toutes seules comme des grandes.
qui font le lait qu'elles peuvent nous faire avec ce qu'on leur donne, avec ce que les prairies ont. Et on leur demande pas plus, parce que ça convient très bien, hein, ce qu'elles nous donnent. Cette année passée à la ferme des Pierres Gardées nous a mis en face de la réalité des paysans boulangers. Une réalité qui laisse peu de place aux fantasmes, aux mythes, aux rêveries auxquelles on pourrait se laisser aller quand on est éloigné du monde rural. Pierre et Marie ne rêvent pas leur ferme. Ils font simplement pousser du pain. De toute façon, nous, on n'a jamais séparé les choses entre le travail, notre vie de tous les jours ou autre. Donc en fait, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai toujours travaillé comme tu veux. Voilà, donc on vit. Cette ferme, elle est issue de nos énergies. Pas de nos rêves, pas là où nous en étions dans notre vie, ça c'est certain. Par contre, il y a vraiment de notre énergie. C'est pas moi qui peux dire ce que j'y mets de moi-même. Les gens, quand ils mangent le pain, le pain il a un certain goût, il a un certain caractère. Et en fait, ça c'est les individus. Mais ça, c'est comme pour tout artisan. Hein. Je veux dire, le produit, il ressemble à celui qui l'a fait. Eh bien, c'est un peu de ce qui se passe ici, sur cette ferme, que l'on retrouve dans ce pain. Mais sans doute que cette poésie du mystère ou voire du mysticisme, on ne la vit pas, nous, à travers notre pragmatisme, notre ergonomie, mais on l'entend, on le sait que cela traverse les civilisations, les peuples, lorsque l'on parle du pain, lorsque l'on parle du vin. Donc on y est sensible aussi, mais on ne se permettra peut-être pas de l'être par rapport à ce que nous faisons nous, mais partager ce regard ou ce vocabulaire que tu nous apportes en venant chez nous, on le reçoit bien sûr, et on le reçoit avec fierté. On est comme tout le monde, chaque jour qui passe, c'est un jour de moins pour nous. Et donc notre énergie, elle baisse là, parce qu'on a passé le milieu de notre vie, et voilà. Donc notre vie professionnelle sur cette ferme va s'arrêter d'ici quelques temps, mais notre vie continuera jusqu'à sa fin. Et avant la fin ? Eh ben, je sais pas. Il faut qu'on aille voir un peu d'autres pays. Mystère. Magie. Dans le grain de blé que tu confies à la terre, il y a le soleil, les nuages, l'univers et les liens de causalité de tous les phénomènes interdépendants. Cette mécanique universelle conduira cette graine jusqu'au cœur de tes cellules, alimentant cette énergie que nous partageons avec tous les vivants. Nous sommes substance de cette mécanique. Ce grain de blé est une fraction de ce que nous sommes. Nous sommes donc un peu ce grain. Infiniment, en prenant soin de l'ambassadeur du cosmos, de la terre et du blé, nous prenons soin de nous. Je n'ai pas eu besoin de rêver l'avenir, de mon dessin d'enfant à notre vie d'aujourd'hui. Tout a toujours été là. J'ai rêvé en réalité la perfection de nos corps, couverts de graines, paisiblement endormis avant le jour et son unique cycle éternel. J'apprends aussi un petit peu, je range des œufs, je m'occupe des poules, d'animaux. Après maintenant un peu moins, que je suis au lycée, j'ai un petit peu moins de temps. Je conduis le tracteur des fois, enfin ça fait longtemps maintenant, mais déjà je ne reprendrai pas la ferme ici. Pour plein de raisons, parce que ça ne me dit pas de m'inscrire totalement dans la démarche de mes parents, même si j'aime bien leur choix.
Donc dans un premier temps, j'aimerais plutôt continuer un petit peu mes études et travailler dans la filière scientifique, mais je ne sais pas plus précisément. Et après peut-être que je serai paysanne, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes dans les choix de tes parents? C'est quoi quand tu dis que j'aime les choix de mes parents? Le fait que ce soit une agriculture biologique, toute l'éducation qui va autour, le respect de la nature, de la terre, des animaux, tout ce côté pratique aussi. Voilà. Enfin, nous sommes là, en bonne compagnie, ensemble réunis chez Pierrot et Marie. J'avais tant à vous dire, mais par où commencer? De verre une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Le vin délie la langue, il en trouve le cœur, il donnera